je m'associe sans réserve aucune à ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire la remarquable détermination de Frédéric Maget à organiser ce festival qu'on ne peut évidemment que chaleureusement soutenir. Bien, alors je pense que mon propos d'aujourd'hui va faire un lien, vous allez voir, va être tout à fait dans la ligne de ce qui a été dit pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Je vais marcher à grands pas, vous le verrez, et je vais aussi pas toujours donner dans le détail des explications sur les images ou les références que vous trouverez dans mon PowerPoint. Alors il faut rappeler, commencer par là, parce que je pense que c'est sans doute une très grande différence avec les 2 siècles dont on a entendu parler. Le XIXe siècle aime énormément le théâtre et parce que la plupart des individus, hommes et femmes de toutes les classes sociales, l'ont pratiqué sous quelques formes, à quelques moments de leur vie, voire d'ailleurs très régulièrement depuis leur plus jeune âge. Le théâtre est d'abord pratiqué à l'école. On sait que ce genre fait traditionnellement partie de l'éducation telle qu'un certain nombre de congrégations religieuses, et les jésuites en premier, qui ont là-dessus une réflexion tout à fait intéressante, l'ont conçu donc, et qui ont fait du théâtre un moment essentiel de la formation. Alors pourquoi le théâtre ? Parce que la pratique théâtrale permet d'apprendre d'abord à parler avec aisance, à se déplacer dans l'espace selon le rôle que l'on occupe, la classe sociale, le sexe aussi que l'on représente, d'apprendre à contrôler sa voix, ses gestes, son corps et de faire travailler sa mémoire, soit en mémorisant une scène, soit en mémorisant une pièce entière, selon les besoins. Le théâtre est également le lieu d'un autre apprentissage, celui de la composition. En effet, il s'agit certes de jouer, mais aussi d'apprendre à imiter, réécrire, simplifier le répertoire classique, le modifier pour les besoins de la représentation. Il s'agit de faire cela non seulement pour les textes du patrimoine en effet français, mais également pour les textes en latin et en grec, puisqu'évidemment la formation est classique, de même que pour les textes anglais, et dans certains cas pour les textes italiens. Alors cette proximité, cette intimité toute particulière établie avec la pratique et la composition théâtrale a bien entendu des effets certains sur le nombre d'hommes, de femmes qui s'intéressent à la dramaturgie. Et Félicité de Genlis rappelle, en termes en réalité voisins des analyses sociologiques d'aujourd'hui, la difficulté pour les femmes. Donc Félicité de Genlis donc, dit ceci: les jeunes gens au collège, nourris de la lecture des Grecs et des Latins, font presque tous des vers. Et pour peu qu'ils aient des talents, ils forment le désir ambitieux de travailler pour le théâtre. On doit convenir que ce n'est pas une idée qui puisse se présenter aussi naturellement à une pensionnaire de couvent et à une jeune personne qui entre dans le monde. Des millions de portefaix et des milliers de religieuses et de mères de famille auraient pu, avec une éducation différente et dans une autre situation, composer d'excellentes tragédies. Alors Genlis procède à un raisonnement simple et parfaitement juste. Pour faire quelque chose dans le domaine de la création artistique, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Dans le cas qui nous occupe, l'éducation et bien entendu une valorisation collective de cette activité. Le théâtre est pratiqué à l'école, il l'est aussi chez soi. Et c'est la deuxième caractéristique du XIXe siècle qui élargit et démocratise considérablement des pratiques connues sous le nom de théâtre de société au siècle précédent. À cette occasion, on refait en quelque sorte à domicile ce qu'on a appris à faire à l'école. À peu près tout le monde, je le disais, fait du théâtre et cette pratique s'accentue nettement à la fin du siècle, comme en témoignent d'ailleurs les publications de recueils de ce type de pièces. On peut certes imiter le répertoire classique, on peut aussi imiter les mélodrames et les comédies à la mode qu'on a parfois vu jouer au théâtre. On peut enfin composer soi-même les pièces que l'on va ensuite interpréter. Il suffit d'un paravent placé dans une pièce, il suffit d'une petite estrade pour que l'illusion prenne corps et vie. Dans quelques cas, on dispose chez soi d'un véritable théâtre de société, théâtre miniature établi dans une pièce de la maison réservée à cet effet. Pendant l'hiver 1846, George Sand commence avec son fils Maurice et quelques amis à jouer la comédie,
Quelques années plus tard, elle fait construire un véritable théâtre dans l'une des pièces du rez-de-chaussée de sa maison à Nohant. La réalisation des décors et accessoires, la constitution d'affichettes, de programmes, d'invitations, l'adaptation ou la composition d'une pièce, la distribution des rôles et les répétitions avant la représentation devant des amis et des gens du village font intervenir des compétences nombreuses et incluent aussi bien d'ailleurs les proches de l'auteur que dans certains cas des domestiques qui eux aussi montent sur la scène et parfois des artistes venus de Paris. Sur cette scène privée, George Sand fait représenter deux types de pièces. Celles qui sont destinées à être exécutées à Nohant, et elle va en faire paraître un volume. J'ai simplement la page de titre, Théâtre de Nohant, qui contient 5 des pièces qui ont été représentées dans ces conditions, et les pièces qu'elle va par ailleurs essayer, rôder en quelque sorte pour la scène parisienne, une fois qu'elle se décidera à produire des pièces à bon rythme, notamment des adaptations de ses romans. À cette situation singulière du théâtre au XIXe siècle, qui est à la fois pratique d'éducation et forme de loisir, s'ajoute une observation d'une autre nature. Elle concerne en effet 2 figures féminines, il en a été question, qui ont sans doute, en matière de théâtre, largement contribué à offusquer celle de la femme dramaturge. La première figure est sans surprise celle de la comédienne. Il est vrai que le siècle en compte en nombre Mademoiselle Georges, Mademoiselle Mars, Marie Dorval, Virginie Desjazet, Rachel, Réjeanne, Sarah Bernard ou encore Caroline Segon-Weber, qui a une très longue carrière à la Comédie Française. On le sait bien, les actrices sont l'objet d'engouements absolument formidables. Elles se retrouvent également en héroïnes de nombreux romans, de nouvelles, parfois de poèmes. La fascination qu'elles exercent croît en réalité en fin de siècle grâce à une active commercialisation de leur image via la presse, notamment par la diffusion de photographies reproduites ensuite sous forme de cartes postales. Alors Sarah Bernard n'a pas d'équivalent pour ce qui est de la commercialisation de son image. Elle déploie une activité absolument prodigieuse à cet égard. Elle est aussi l'une des premières à vendre littéralement son nom, puisqu'on trouve aussi, et je l'ai simplement repris ici pour l'anecdote, une ligne de produits esthétiques à son nom. Par ailleurs, même si dans une moindre mesure, la peinture, les arts plastiques plus généralement, tout ce qui au fond relève de l'illustration, multiplie les images de femmes au théâtre dans leur loge. On les voit en toilette, élégantes, jumelles à la main, entourées de messieurs en habit, tour à tour, distraites, coquettes, attentives ou émues devant le spectacle qui leur est offert. Et je rappelle que le parterre des grands théâtres parisiens est longtemps interdit aux femmes. C'est aussi pourquoi on les retrouve essentiellement dans les loges. À la figure de la comédienne répond ainsi celle de la spectatrice qui vient elle aussi au théâtre pour se montrer, se faire voir, évidemment d'une autre manière. Alors on le comprend, les femmes sont bien présentes au théâtre, on les y voit, sans doute possible, non en tant qu'écrivaines ou que dramaturges, mais comme interprètes, plus ou moins talentueuses, des textes de messieurs les auteurs, ou comme témoins, plus ou moins sensibles, des pièces auxquelles elles assistent. Pas de surprise, les histoires du théâtre et les anthologies d'aujourd'hui ne connaissent pas le nom des dramaturges, des femmes dramaturges du XIXe siècle. Leurs pièces ne sont pas disponibles et elles ne sont jamais jouées. Alors, qui sont-elles et que font-elles ? Au XIXe siècle, d'après les registres et divers répertoires dont on dispose, on compte environ 200 femmes dramaturges sur un total de 7 à 8 000 dramaturges masculins. La liste des 32 000 pièces jouées entre la fin de la Révolution et le début du XXe siècle ne compte, parce que là-dessus, évidemment, il faudrait des recherches beaucoup plus exhaustives encore, ne compterait donc que 700 œuvres signées par une femme ou une femme figurant comme co-auteur, soit un peu moins de 3%. Alors ici, 3% est un chiffre à peu près fiable. Vous voyez qu'on a guère évolué depuis les chiffres donnés au XVIIe siècle. Alors ces chiffres sont légèrement supérieurs si on inclut les auteurs de théâtre d'éducation et de société,
Si, de plus, on prend en compte les répertoires des pièces soumises à la censure, dont certaines ont été refusées et qui parfois ont été jouées, malgré tout, dans des théâtres, soit des théâtres privés, etc. Donc elles ont pu avoir une petite vie de leur côté. Il n'empêche que toutes ces listes disent évidemment la même chose. Elles confirment le très faible pourcentage de femmes auteurs dans le domaine du théâtre. Les raisons de cette situation sont multiples et elles ont déjà été abordées lors des 2 précédentes communications. Elles tiennent d'abord à ce que Jean Lys rappelait extrêmement clairement, à savoir la disparité de formation, d'éducation pour les garçons et les filles, et pour le XIXe siècle, cela restera le cas tout du long. Elles tiennent ensuite, ça a déjà été abordé, aux conditions mêmes de production de la pièce. Pour être joué, il faut démarcher les acteurs, les directeurs de théâtre, soumettre son manuscrit à un comité de lecture, entièrement masculin, le plus généralement, puis à la censure. Elle est allégée en 1864, elle est à peu près supprimée en 1881. Il faut assister aux répétitions jusqu'à la première, avant de faire face à des critiques nécessairement partisanes, majoritairement masculines. Si au début du siècle on trouve, il est vrai, quelques femmes pour signer une chronique dramatique, c'est notamment le cas de George Sand, c'est aussi le cas de Delphine de Girardin. Les choses s'améliorent un peu à la fin du siècle, quand Rachilde, qui est une écrivaine en réalité appelée Marguerite Emery, qui décide de prendre un étrange pseudonyme à connotation féminine, de Rachilde est donc à la tête de la critique littéraire au Mercure de France, et elle soutient activement les créations du théâtre symboliste. On le voit encore dans celles qui vont faire les recensions pour le journal féministe La Fronde, telle Jeanne Marny ou Jane Mime. Le théâtre, le milieu, disons, théâtral est alors, et bien sûr, on a entendu les chiffres, il l'est toujours aujourd'hui, fortement endogamique et majoritairement masculin. Disposant de revenus confortables sur fond de rivalité et de cabale en réalité continuelle, les dramaturges et les directeurs de théâtre n'entendent pas partager le pouvoir. En 1824, les femmes ont été exclues de la direction des théâtres. En 1853, elles le sont du comité de lecture de la Comédie Française. Il faudra attendre le Second Empire, la détermination de quelques femmes, des comédiennes, Marie Ratazzi par exemple, ou Céleste Mogador, pour que les choses changent un peu. Et en réalité, les choses vont changer à la fin du siècle, quand Sarah Bernard, qui a déjà dirigé 2 théâtres, crée son propre théâtre, le théâtre Sarah Bernard, qui porte donc son nom, en 1889, et plus tard Réjeanne. Et là, je vous avais trouvé des affiches d'époque, des représentations dans ces 2 théâtres. En dehors de leur position sociale, et ou de leur statut de femme de lettres, c'est surtout leur proximité avec le théâtre qui ouvre aux femmes dramaturges les portes de cet univers qui, à première vue, assurément, ne les imagine guère en auteurs, sauf pour s'en moquer. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette caricature de Daumier. On a une femme qui, à la fin d'une représentation, se lève. Vous voyez qu'elle est représentée de manière particulièrement cocasse, grotesque même. Et elle va dire avec emphase, voilà, l'auteur c'est Moa. Et alors ce Moa, évidemment, en dit long sur ses vanités. Donc elles sont dans l'ensemble actrices, épouses, maîtresses, amies d'acteurs, de directeurs de théâtre ou d'auteurs dramatiques. C'est généralement leur proximité effectivement avec l'univers théâtral qui leur permet d'entrer comme dramaturge dans cette catégorie. Alors qu'écrivent-elles ? La réponse, évidemment, recoupe sans surprise toutes sortes de préjugés connus qui s'observe plus généralement d'ailleurs dans le domaine de la littérature de l'époque. Les femmes occupent des places discrètes, celles qu'on leur désigne, celles qu'elles choisissent pour les mêmes raisons d'occuper. Sans surprise, elles s'illustrent dans le théâtre d'éducation, parce qu'elles sont depuis un long moment déjà les figures de proue dans ce domaine. L'un des ouvrages les plus connus, inlassablement réédité au XIXe siècle par exemple, c'est le Théâtre d'éducation. C'est une publication qui, vous voyez, remonte au XVIIIe siècle. Le Théâtre d'éducation de Félicité de Genlis, dont on peut suivre les traces au XIXe siècle, elles sont absolument considérables. Après Félicité de Genlis, les femmes qui écrivent des romans pour la jeunesse
ajoutent volontiers à leur production des recueils de pièces à caractère moralisant. On trouve par exemple un certain nombre d'institutrices aussi qui publient des scénettes, pièces et proverbes qu'elles font jouer à leurs élèves. Les femmes sont également un certain nombre à publier des pièces de théâtre de société. Alors on peut légitimement croire, quand on mesure le succès formidable de cette activité théâtrale au XIXe siècle, qu'elles ont été bien plus nombreuses à en écrire, mais évidemment elles ne les ont pas fait publier, et les quelques exemples que l'on a de théâtre de société sont dus au fait de femmes qui par ailleurs avaient une activité littéraire reconnue. Je vais en dehors de George Sand, évidemment, à laquelle on peut penser tout de suite, j'ai pris cette fois-ci un autre exemple d'une femme qui a choisi un pseudonyme masculin, ou en tout cas un prénom masculin pour écrire, Henri Gréville, en réalité Alice Gréville, qui publie une comédie de paravent qui rencontre assurément un certain succès, mais à la même époque, c'est une romancière très connue, et par ailleurs, elle est membre du jury Vie heureuse, futur prix Femina, créé au tout début du siècle. Donc ça, c'est disons une première observation que l'on peut faire, c'est que les femmes s'illustrent majoritairement dans des genres qui sont tout à fait mineurs. Alors, elles s'illustrent par ailleurs dans le mélodrame, puisque c'est le grand moment du mélodrame historique, de la comédie, mais des comédies brèves, généralement en un acte, qui vont être jouées en quelque sorte en premier moment de soirée. On les voit écrire des vaudevilles, des proverbes, donc des comédies et tout ce qui est une sorte de nébuleuse comique, soit, mais des tragédies. On a déjà évoqué cette question. Quant au théâtre français, donc la comédie française, la tragédie de Delphine de Girardin, Judith, qu'elle imagine en 1843, tombe, effectivement, la pièce connaît un four. Le critique d'art dramatique Jules Janin ne manque pas d'écrire aussitôt: malgré tant d'efforts du génie féminin, les œuvres viriles sont restées des œuvres viriles. Or, de toutes les œuvres que les femmes intelligentes doivent laisser à l'esprit de l'homme, la tragédie est sans contredit l'œuvre suprême. Alors, on a déjà fait allusion justement à cette hiérarchie des genres littéraires qui recoupe, et c'est une singularité française, il faut le rappeler, celle des sexes. C'est-à-dire, là, on est dans des préjugés communément partagés, et il n'est pas évidemment étonnant de ce point de vue qu'on ait, au total, si peu de femmes qui ont écrit des tragédies, parce que si, en effet, il y en a un certain nombre, et notamment qui mettent en scène des figures historiques féminines, Sappho, Jeanne d'Arc, etc., mais ça représente une toute petite poignée d'œuvres, tellement évidemment on a bien entendu une sorte de préjugé largement partagé qui vaut loi à l'époque, à savoir que quand on est une femme, on n'écrit pas une tragédie. Alors les femmes donc vont être jugées plutôt disposées à écrire des choses légères, bien évidemment, que l'on voit représentées dans des théâtres tels des théâtres parisiens, tels le Vaudeville, l'Ambigu-Comique ou le Grand Guignol. Toutefois, la question du comique est elle aussi sexuée, puisque l'époque juge que les femmes sont en réalité peu aptes à suivre les traces de Molière. Et là-dessus, il y a d'innombrables débats. On considère que les femmes, en réalité, ne sont pas capables de toute façon, et évidemment, de ressembler de quelque façon à Molière. Et par ailleurs, elles-mêmes sont si souvent, évidemment, la cible de sarcasmes et de propos comiques qu'on ne voit pas comment elles arriveraient à se débrouiller dans ce domaine. Il n'empêche que 4 femmes dramaturges de la première moitié du siècle rencontrent un grand succès avec des comédies. Ce ne sont évidemment pas, et de très loin pas, des comédies féministes, mais elles travaillent tout de même à interroger les rapports entre les hommes et les femmes, et parfois, dans quelques cas, à les subvertir subtilement. J'en ai rassemblé ici une petite liste, vous le voyez, je ne vais pas lire les quelques pièces, il y en a davantage, j'en ai pris 2 qui m'ont semblé emblématiques. Il y a Sophie Gay, Alexandrine Sophie de Bar, parfois désignée sous le nom de Sophie de Bar, Delphine de Girardin et Virginie Ancelot. Alors Virginie Ancelot, c'est assurément, dans la première moitié du siècle, la femme qui est la plus jouée. On compte à son actif une 40aine de pièces, c'est aussi une romancière d'ailleurs, avec un passage intéressant entre roman et pièces de théâtre.
Et elle connaît, sans aucun doute, elle a une réputation de dramaturge. Ce sont des comédies un peu faciles, un peu conventionnelles, mais qui sont inlassablement jouées. Sous le Second Empire, la spécificité des œuvres de femmes se précise, et c'est ça que j'ai retenu de faire valoir ici. C'est dans les marges en réalité, c'est dans des positions qui sont politiquement à gauche et aussi féministes, que quelques pièces font leur apparition, et notamment celle d'une féministe appelée Marie de Rheims, qui va publier 4 comédies qui vont être jouées dans des petits cercles. J'entends toujours sur la sphère publique, évidemment, on n'est pas ici dans le théâtre privé, donc ces pièces sont jouées, elles ont un temps de vie limité, assurément, mais elles sont aussi imprimées. C'est le moment, le Second Empire, où George Sand revient au théâtre de multiples façons. Je n'ai pas le temps ici de détailler ce que George Sand représente pour le théâtre. On sait qu'en effet, George Sand intervient régulièrement. En 1948, elle imagine un prologue, Le Roi attend. Ensuite, elle compose une vingtaine de pièces dont elle donnera une édition en 3 volumes, son théâtre complet, donc à la fin des années 60. Dans les premières décennies de la Troisième République, la vie littéraire française va s'ouvrir un peu, devenir plus cosmopolite, et là, la radicalité des marges va se préciser. Une poignée de dramaturges porte alors à la scène une pensée qui est résolument anarchiste et féministe. Louise Michel d'abord, et Louise Michel fait jouer un certain nombre de ses pièces dans des cabarets avec des chansons, et ces chansons font le tour de Paris. Une émigrée russe, Vera Starkov, qui interroge notamment les questions de paternité, de bâtardise et de ce qu'on appellerait aujourd'hui les recherches en paternité. La féministe Nelly Roussel, que vous voyez dans l'image que j'ai trouvée, qui écrit des pièces tout à fait intéressantes, dont entre autres, et c'est d'ailleurs à cette occasion que la photo est prise, Par la révolte. En réalité, le titre complet, c'est Le féminisme par la révolte. Et là, on entend effectivement sur scène des arguments tout à fait intéressants. On ajoute à cette liste la pacifiste Marie Lenérue et également amie de Maria de Rheims, Maria Schelliga-Levy, qui fonde, alors qui est elle-même romancière et dramaturge, mais dont on se souvient parce qu'elle fonde en 1897 l'éphémère Théâtre féministe international qui est situé rue Blanche. Moins radicale, c'est Jeanne Marny, qui est sans conteste la dramaturge la plus en vue de l'entre-deux siècles et de la Belle Époque. Elle est romancière, critique de théâtre pour le journal La Fronde, je l'ai dit. Elle est également, elle aussi, membre du jury du prix Femina. Elle est actrice occasionnelle, elle voit ses comédies jouées dans les grands théâtres parisiens, ensuite jouées en province et même dans diverses villes d'Europe, Bruxelles, Madrid, Turin, Milan, etc. Alors elle va donner un très grand nombre, là j'en ai reproduit qu'un petit nombre, mais elle va effectivement publier très massivement, très systématiquement, et entre autres le théâtre de Madame, qui est constitué de scénettes, est une manière extrêmement grinçante de faire entendre les questions regardant la situation des femmes et le mariage en particulier. Et ça, bien sûr, c'est un vieux sujet de comédie et de vaudeville, mais il y a chez Jeanne Marny, et là on attend sa redécouverte, entre autres, réellement des travaux à faire parce que les textes, de nouveau, sont assez intéressants. Alors je compte encore, et là je vous ai simplement rassemblé de nouveau quelques noms. J'avais parlé de Rachilde, qui est soutien de l'acteur Lunier-Pau, fondateur du Théâtre de l'Œuvre, et qui va effectivement, elle aussi, composer 3 pièces symbolistes particulièrement fortes, ou Judith Gauthier, notamment avec La Marchande de sourires, qui connaît une centaine de représentations à l'Odéon. Alors c'est une pièce japonisante avec des décors absolument somptueux qui sera jouée pendant une année parce que, évidemment, la chose est à la mode. Sarah Bernard aussi, qui, dans ses mémoires, rappelle, et là je la cite, qu'elle est franchement agacée des rôles de femmes coupables, d'épouses malheureuses ou de vierges maltraitées
qu'elle incarne à longueur d'année. Et alors, pour se venger de cette situation, elle imagine en effet 3 pièces, et la romancière Lucie de la rue Mardru, qui elle aussi a une œuvre, notamment avec des comédies historiques tout à fait intéressantes à signaler. Alors dans l'ensemble, vous le comprenez, la participation des femmes au théâtre demeure au XIXe siècle réellement faible face à la production massive de ce qui est devenu rapidement une industrie véritable. Son caractère demeure éclaté, sa discrétion est forcée malgré quelques réels succès qu'on peut signaler. Son impact est quasiment nul avant le début du siècle suivant. Et bien sûr, tout ça rappelle à quel point les conditions ne sont pas réunies pour voir les femmes écrire des œuvres pour le théâtre, les faire jouer et recevoir l'intérêt qu'elles méritent. Bien peu vont pouvoir déclarer, comme le fait Jeanne Marny en 1904, dans un entretien qui est publié dans une revue, « J'ai voulu faire du théâtre, et j'en ai fait. J'ai voulu être jouée dans les 5 parties du monde, et je l'ai été. J'ai voulu que le théâtre me rapportât beaucoup d'argent, et le théâtre m'a déjà fait gagner beaucoup d'argent. » Je voulais terminer sur cette note optimiste et ajouter une date encore. En 1910, sous la houlette de Berthe d'Angène, l'association des auteurs dramatiques féminins voit le jour.